Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de l'édition L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon à Montréal. Jocelyn, ça va? Bonjour, oui, salut, ça va bien? Oui, merci. Écoute, est-ce qu'on fait l'annonce tout de suite? Ben oui, Bon, on va faire allons-y. ça tout de suite. Écoutez, ça fait presque 2 ans qu'on fait l'État du monde, le Mhm. balado. Et puis, malheureusement, ben, c'est notre dernier épisode pour différentes raisons. Moi, d'abord, au cours des prochaines semaines, je vais l'annoncer au début du mois de juillet, il va y avoir des nouvelles professionnelles dans mon cas qui vont essentiellement m'empêcher ou limiter ma capacité de pouvoir faire des interventions sur la scène publique. Et puis, pour ça, ben, je vais laisser Jocelyn s'expliquer là-dessus. Alors moi, je quitte après 2 ans. J'ai adoré cette séquence, ce podcast où on échangeait sur les affaires internationales, d'autant plus que je connais Jean-François Caron depuis presque 20 ans maintenant, peut-être même plus. Et que on a le dialogue facile parce que je pense qu'on partage pas mal les mêmes analyses sur la scène internationale. Donc, au bout de 2 ans, je me suis dit que j'avais donné. Et en plus, professionnellement, j'ai de plus en plus de responsabilités. Alors, je tire ma révérence. Est-ce que Jean-François va vouloir recréer le podcast quelque part? C'est à lui d'en décider, mais lui aussi est très occupé. Alors, ça m'a fait plaisir d'être en contact avec vous et sait-on jamais, à la prochaine. Oui, voilà, ben, je ne sais pas encore quelle forme va prendre la suite des choses. Est-ce que ça va être... probablement, ça ne sera pas des trucs à chaque semaine comme on le fait. Ça risque d'être des trucs plus épisodiques. Certaines... ce que j'ai en tête en ce moment, c'est de faire des entrevues avec différentes personnes sur Ouais, différents sujets qui peuvent traiter des affaires internationales ou plus de politique québécoise ou canadienne avec les élections au Québec qui s'en viennent. Ça pourrait être une occasion, peut-être une fois ou 2 semaines ou 3 semaines. Donc, ça risque de pas être fait de façon régulière. Si encore une fois, si les évolutions professionnelles dans mon cas me permettent là, d'avoir cette liberté-là, est-ce que je vais essayer de te remplacer par quelqu'un d'autre? Ça va être difficile. Je sais vraiment pas, mais écoutez, je reste ouvert d'esprit, puis on va voir là, ce que la suite des choses va ressembler. Mais en tout cas, ça sera la formule actuelle cette semaine, ce sera la dernière semaine. Donc, je pense que ça va correspondre à peu près au 32e ou 33e épisode de l'année, la deuxième saison. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'expérience et puis je promets là, d'une façon ou d'une autre de continuer d'une façon quelconque. Donc voilà, cette semaine, on va discuter de deux sujets. D'abord de l'élection législative en Arménie, ce qui est un peu paradoxal parce que j'ai vécu là-bas au cours des presque la dernière année. Mais là, en ce moment, je suis de retour à Astana pour quelques semaines. Mais je vais quand même parler de ce qui se passe parce que c'est plus qu'une simple élection législative dans un pays quelconque, parce qu'il y a vraiment des ramifications géopolitiques extrêmement importantes. Puis je pense que ça mérite d'être évoqué. Puis toi, Jocelyn, dans la deuxième partie, tu vas nous parler des évolutions de la guerre en Ukraine. voilà. Zelensky a envoyé une lettre ouverte à Poutine pour l'inviter à négocier officiellement un cessez-le-feu. Donc, tu vas nous en parler en deuxième partie. Donc voilà, première partie, l'Arménie. Il y a des élections législatives aujourd'hui, donc le dimanche 7 juin. Donc pour la petite histoire, l'Arménie a été, il y a eu la transition après la fin de l'Union soviétique en 1991, mais de 1991 à 2018, l'Arménie était considérée comme un État semi-autoritaire. Donc c'est un État présidentiel où à peu près tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains du président. Puis en 2018, il y a eu une révolution populaire, une révolution tranquille, où le président a été pas renversé, mais bref, il y a eu un changement de régime.
Et l'opposant numéro un dans le pays, qui s'appelle Nicole Pachinian, a réussi à renverser le régime présidentiel et a mis en place un régime qui était davantage législatif. Puis dans les élections qui ont suivi, Pachinian a été élu premier ministre. Il a été réélu il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, c'est sa deuxième réélection. Euh, Tout porte à croire qu'il va être réélu. Le dernier sondage. En fait, d'accord, on met des, on met des gants blancs, on ne peut jamais être sûr en sciences politiques. Mhm. Il y a un sondage Euronews qui a été fait qui lui donne 65% des voix, alors qu'il y a une autre maison de sondage à l'interne en Arménie qui lui donnerait à peu près 45%. Donc, on va voir là, à quoi ça va ressembler, mais s'il obtient 65% des voix, évidemment, il va avoir une majorité à l'Assemblée législative en Arménie. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'Arménie est en train, ancienne République soviétique évidemment, mais l'Arménie, depuis 2021-2022, est en train lentement mais sûrement de couper les liens avec la Russie et de tisser des liens avec l'Union européenne et les États-Unis, ce qui évidemment, de ce côté-ci de la planète où je me trouve, passe pas très bien auprès de Moscou parce que c'est probablement un des derniers pays, entre guillemets, satellites de l'ancienne Union soviétique qui était demeuré près là, des intérêts de Moscou, qui est en train de se rapprocher du monde occidental. Puis Nicole Pachinian se fait le partisan de ce rapprochement avec l'Union européenne depuis les dernières années. Et là, la Russie a annoncé au cours des derniers jours, à la veille des élections législatives, donc le rappel de son ambassadeur. Donc peut-être Jocelyn pourra nous dire ce que ça signifie sur le plan diplomatique, ce geste-là. Donc Moscou a rappelé à Moscou son ambassadeur en Arménie pour des fins de consultation. Et la Russie a aussi imposé des sanctions économiques contre l'Arménie, donc précisément, plus particulièrement, l'exportation de fleurs arméniennes vers la Russie, pour des raisons environnementales, évidemment, c'est toujours le cas, et aussi l'eau pétillante, parce que dans cette région-là du monde, dans le Caucase, il y a beaucoup d'eau pétillante, donc pour des raisons environnementales, l'eau pétillante arménienne ne peut plus être exportée en Russie. Et il y a environ un peu moins de 2 mois de ça, Pachinian était à Moscou, a rencontré Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine lui a dit vraiment très clairement, il dit, vous êtes un État indépendant, vous avez le droit de faire les choix que vous voulez. Par contre, si vous décidez de couper les ponts avec Moscou pour vous rapprocher de l'Union européenne et du monde occidental, sachez qu'il y aura des conséquences. Donc, les premières conséquences, ben, c'est les sanctions contre l'exportation des fleurs arméniennes puis de l'eau pétillante arménienne. Mais si les Arméniens votent, donnent une majorité à Pachinian, vous pouvez être sûr que ça va accélérer le processus de rapprochement de l'Arménie avec l'Europe. Et puis, il y aura inévitablement d'autres sanctions qui vont suivre. Donc, à tel point que certaines personnes sont en train de dire que c'est un Ukraine version 2.0. C'est à Mhm. peu près le même processus qui est mis en branle. Euh, à terme, est-ce que ça veut dire une intervention militaire de la Russie en Arménie? On s'entend que la Russie n'a pas les moyens en ce moment de pouvoir intervenir dans un autre pays alors qu'ils sont complètement coincés en Ukraine. Mais si un jour il y a un cessez-le-feu, une paix qui est signée en Ukraine, il n'y a rien qui nous empêche de penser que la Mhm. Russie ne pourrait pas intervenir en Arménie. Et la Russie a déjà des troupes russes en territoire arménien dans la région près de la ville de Goumri où il y a eu le terrible tremblement de terre en 1988, il y a une base militaire russe en Arménie, environ 3 à 4 000 soldats. Donc, est-ce que ça, ce serait le point de départ éventuellement d'une intervention de l'armée russe en Arménie si l'Arménie décidait de se rapprocher davantage de l'Occident? On va voir, mais la raison pour laquelle l'Arménie est en train de se rapprocher de l'Occident et de couper les ponts avec la Russie, c'est que l'Arménie est en guerre depuis la fin des années 80 contre l'Azerbaïdjan. C'est un conflit ouvert, il y a eu différents cessez-le-feu, mais il n'y a pas de paix qui a été signée depuis, ma foi, plus de presque 35 ans. Et en 2022, la Russie avait toujours promis à l'Arménie d'intervenir par le biais de casques bleus s'il y avait un nouveau conflit avec l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Nagorno-Karabakh. Et puis en 2022, la Russie était carrément complètement impliquée dans son conflit en Ukraine
et l'Azerbaïdjan a relancé l'offensive pour prendre le contrôle du Nagorno-Karabakh. Ils ont été en mesure de reprendre ce territoire-là, et puis la Russie n'est pas intervenue. Donc, pour les Arméniens, c'est un moment de trahison parce que la Russie leur avait promis d'intervenir, ils ne l'ont pas fait. Et dans leur esprit à eux, ben, à quoi ça sert d'avoir un allié comme la Russie qui vous promet des choses sans être en mesure de livrer la marchandise, alors que maintenant l'Union européenne est davantage tournée vers l'Arménie pour différentes raisons, géopolitiques, pour affaiblir la Russie, évidemment. Donc, ils sont en train de voir une possibilité de pouvoir repenser leur politique étrangère, euh, étant donc, moins dans les ornières de Moscou et davantage dans celles de l'Union européenne. Et puis, vous avez probablement vu, le mois dernier, Mark Carney était en visite à Yerevan pour le sommet, le grand Mhm. sommet européen qui a lieu 2 fois par année, qui a eu lieu en Arménie à la veille du déclenchement des élections législatives. Vous avez Emmanuel Macron qui s'est promené dans les rues de Yerevan avec Pachinian, le premier ministre, serrer des mains, puis parler français. Puis, il y a une école française en Arménie, donc vous Oui, avez des jeunes enfants de l'école française qui se sont approchés d'Emmanuel Macron pour lui parler en français. Donc, il y avait tout cet élément-là de la francophonie, les gens qui voulaient être pris en photo avec Macron et Pachinian. Donc, vraiment, l'Union européenne a mis les bouchées doubles. C'est la raison pour laquelle ils ont tenu leur sommet à Yerevan, d'ailleurs, en sachant très bien que s'ils sont en mesure de sortir l'Arménie des griffes de Moscou pour les ramener vers l'Union européenne, c'est une victoire symbolique pour l'Europe. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont tenu leur sommet à Yerevan. Donc, il y a eu une forme, en quelque sorte, là, une forme d'ingérence politique indirecte de la part de l'Europe dans le processus législatif en Arménie, alors que les Européens dénoncent les interventions russes dans le cadre du processus législatif en Arménie. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu, un terrain de bataille électoral, parce que c'est plus qu'une simple élection. C'est vraiment l'avenir, non seulement d'un pays, mais d'une région. Est-ce que cette région-là va tomber dans l'orbite européen ou va rester sous le joug de l'orbite russe? Donc, c'est vraiment la question de l'urne aujourd'hui en Arménie. Et puis, c'est l'autre chose aussi, si Pachinian est réélu, il a aussi promis de vraiment redoubler d'efforts dans le processus de paix avec l'Azerbaïdjan. On sait très bien depuis août dernier, les États-Unis sont aussi impliqués dans la région parce que Trump a annoncé en août dernier la création du TRIP, donc le Trump Route for International Peace and Prosperity. Donc, l'idée, j'en avais déjà parlé, donc l'idée, ce serait de créer une voie ferroviaire et une voie routière pour le commerce entre Bakou, qui est sur la mer Caspienne, qui passerait par l'Azerbaïdjan, l'Arménie, un autre territoire azéri pour ensuite passer vers la Turquie. Et puis, une fois que c'est rendu vers la Turquie, ben, ça peut facilement se retrouver en Europe ouais. puis aux États-Unis. Donc, vous comprenez très bien que si vous avez cette route-là qui passe de la mer Caspienne jusqu'à la Turquie, ben, ça coupe essentiellement le commerce entre la Russie et l'Iran, qui est au sud, et tous les pays du Proche-Orient. Donc, vraiment, pour la Russie, c'est extrêmement fondamental comme question. Donc voilà, comme je vous disais, un Moi, sondage européen moi, donne 65 à Pachinian, un sondage domestique en Arménie donne à peu près 45. On va voir au cours des prochains jours. Mais moi, ce qu'on m'a dit là-bas, c'est que tous les politiciens en Arménie sont détestés. Par contre, Pachinian serait le moins détesté des politiciens arméniens. Donc, ce qui lui ouais, donnerait toutes les chances de pouvoir être réélu ouais. avec une majorité absolue à l'Assemblée législative qui lui donnerait les coups des franches pour pouvoir accélérer le processus de réorientation de l'Arménie vers l'Europe. Moi, ma première réaction, quand ton pays est situé dans le Caucase, qui est lui-même situé dans le sud de la Russie, qui n'a pas vraiment de lien avec l'Union européenne, parce que là, à un moment donné, il va falloir tirer la ligne. Où est-ce que Ouais. l'Europe se termine? On sait à peu près où elle commence, en Islande, mais on ne sait plus où est-ce qu'elle se termine. Dans pas longtemps, si ça continue comme ça, la Mongolie va devenir membre de l'Union européenne. Parce qu'à chaque fois, on élargit le cercle. C'est comme l'OTAN. Euh, L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est sur le point d'accepter l'Ukraine, la Moldavie, pourquoi pas la Géorgie et Ben l'Arménie. c'est ça, Mais vous l'avez en 2008.
s'étend Donc, jusqu'à la Géorgie, l'Atlantique Nord en Géorgie. c'est fou. Et donc, je reviens à l'idée que ce pays devrait avoir la politique de sa géographie et d'essayer de trouver un terrain d'entente avec les Russes. Jamais je croirais que les Russes ne veulent que l'exclusivité de la relation avec l'Arménie, qui ne laisserait pas l'Arménie avoir des relations avec l'Union européenne. Pourquoi être placé devant l'un ou l'autre? Pourquoi ne pas définir une politique tout azimut, multi-alignée, comme on le dit dans le Sud global, et ça nous éviterait encore des tensions ou peut-être même des guerres. Alors on verra après le résultat de l'élection, mais si les Arméniens pensent que les Européens vont venir à leur rescousse, ils ont juste à regarder ce qui se passe en Ukraine. C'est ça, ça va être un support moral dans le meilleur des cas. Mais c'est Ben ça, tu sais, oui, en fait, c'est l'électoralisme, hein, parce que je pense que Pachinian ici, c'est très bien. Il y a eu vraiment depuis 2022, il y a vraiment un ressentiment en Arménie contre la Russie. Parce que vraiment, la Russie avait on peut le promis d'aider. comprendre. On peut le Ouais. comprendre. Donc, et j'avais vu des sondages à l'époque, en 2022, tu sais, l'adhésion, l'appui envers la Russie, c'était quelque chose comme 75-80%. Puis les sondages récents montrent que c'est à peine 20%. Donc, vraiment, le Mm. ressentiment est là. Moi, j'ai l'impression que le premier ministre arménien est en train de, tu sais, tirer profit de cette frustration-là à l'égard de la Russie pour capitaliser à des fins électorales, pour pouvoir obtenir une majorité absolue à l'Assemblée législative, mais sans nécessairement considérer les conséquences que ça va avoir sur le Mhm. plan géopolitique pour son pays. Parce que, puis l'autre chose aussi, l'Arménie a du gaz puis de l'essence qui viennent de la Russie à des taux Ah oui. vraiment préférentiels, là. Mais je veux dire, c'est ridicule. C'est ce que la Russie envoie à l'Arménie, c'est ils donnent le gaz puis le pétrole, là, essentiellement Ils au prix où ils le sont vendent. enclavés. Puis non, c'est ça. Puis Est-ce qu'ils l'Arménie, sont enclavés ou ils ont une... enclavée, complètement enclavée, il n'y a pas d'accès à la mer. Donc, Euh, il n'y a pas de ils- pétrole. Il n'y a pas de pétrole, puis il n'y a pas de gaz. Dans la région, ouais. le pétrole et le gaz se trouvent à l'est, en Azerbaïdjan. Donc, c'est essentiellement un pays pauvre. Et la Russie envoie du gaz et du pétrole à l'Arménie à vraiment des prix. Comme je dis, c'est essentiellement la Russie donne du gaz et du Ouais, pétrole. Et Poutine a dit, à peu près il y a deux mois, lors de la rencontre à Moscou, ben, peut-être que les prix préférentiels, ben, peut-être que vont changer. cette politique-là va se terminer. Puis Hmm, au lieu de vous vendre ça 100 euros, tel volume, ça va passer à 800 euros. Puis là, ben, vous allez mhm, voir la population, ben, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est pour se chauffer en hiver, ben, ça va coûter 8 fois plus cher qu'auparavant. hmm, hmm. Mais donc, il y a un jeu de la part de l'Europe qui, encore une fois, c'est comme dans le cas de l'Ukraine, ça se fait au détriment d'un autre pays. C'est eux, dans leur esprit à eux, c'est on fait une bonne chose, on s'étend, puis on élargit non seulement l'Union Ouais, européenne, mais ouais, les valeurs européennes, puis, qui sont des valeurs ouais, universelles et géniales, évidemment, c'est ce qu'il dit. ouais. Mais du côté de Moscou, bien évidemment, encore une fois, comme ça a été le cas en Géorgie en 2008, comme ça a été le cas en Ukraine, ce que Hmm, ça va générer comme ressentiment, comme idée, c'est vous avez encore l'Occident, l'Europe, qui vient s'immiscer dans la cour arrière de la Russie. Puis comme tu le c'est dis, sûr. un pays est prisonnier de sa géographie. Puis d'une certaine façon, la politique de Mark Carney de vouloir réorienter le commerce international du Canada vers l'Europe, Ouais. c'est beau de dire ça sur papier. Dans les faits, les Américains, ils vont pas le tolérer. Ils Ben vont non. pas l'accepter. Puis il y aura des conséquences. Mais Hmm, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, si les politiciens étaient suffisamment intelligents pour se dire, voici ce qui devrait être l'idéal, le hmm, normatif. hmm, Génial, ça devrait être comme ça. Maintenant, quelle est la réalité? Ah ben, on a telle réalité qui nous force à faire telle et telle chose qui n'est pas la politique idéale, mais qui est la politique la plus réaliste. hmm. Puis c'est un Alors, peu triste à dire. Ben, je on m'en- a que, on n'a qu'à regarder en ce moment au Canada le débat, et qui est entre spécialistes et quelques politiciens, sur l'achat des futurs avions de combat pour remplacer le voilà. F-18. Alors, au début, c'était le F-35, 88 F-35. Là, on serait rendu à 30 F-35 et 60 Gripen suédois. Les Américains, évidemment, font des pressions énormes pour que
euh, on revienne à la première option. Ils n'arrêtent pas de dire en sous-main, bah, si vous choisissez les Gripen, il y aura des problèmes d'interopérationnalité avec nos avions. Voilà. On va interdire tel aspect électronique dans le Gripen parce que il est fabriqué aux États-Unis et il tombe donc sous la loi des secrets, la sécurité nationale, donc Voilà. vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, toutes sortes de mesures pour saboter le contrat éventuel. C'est un contrat éventuel avec les Suédois. Alors là, la, la joute se mène autour de, bon, ben, très bien, on va acheter 70 F-35 et 70 Gripen. Est-ce qu'on a les moyens d'abord d'acheter 140 avions de combat? Ça, c'est une première chose, d'autant plus que on a un programme pour 12, je crois, une douzaine de sous-marins Ben euh, oui. pour, euh, pour nos eaux territoriales. Et c'est un contrat qui va coûter des dizaines de milliards de dollars et on pourrait signer ça soit avec l'Allemagne, soit avec la La Corée Corée du du Sud. Sud. Donc, tous des contrats qui partent vers l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce qui ne plaît pas évidemment aux Américains. Alors, nous aussi, on a un peu la politique de notre géographie, hein. Il faut y penser à deux fois avant de poser ses gestes. C'est ça, parce qu'un pays, des pays, ça n'a pas d'amis. Ça a juste des Non. intérêts. Puis à un moment donné, s'ils réalisent que. Puis c'est un empire, hein? Que ce soit la Russie, la Chine ou les Voilà. États-Unis, ce sont des empires. Ils ont la capacité de nuisance s'ils le décident. Et puis, c'est bien beau après ça là, d'aller d'émettre des communiqués de presse pour dire c'est pas gentil, puis vous ne devriez pas faire ça. Ben, la réalité politique fait en sorte qu'ils vont le faire s'ils veulent le faire. Ouais, Puis, ouais, ça sera ça qui sera ça, là. Donc, tout à c'est un fait. petit peu dommage parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, si un jour les Arméniens se retrouvent attaqués, ils vont demander, là, comme c'est le cas pour les Ukrainiens, des troupes au sol en Arménie, puis les Européens vont dire, bon, on n'est pas prêt, on va vous vendre des armements, vous en donner, Ouais. puis on... Sauf que là, il n'y a pas de frontière avec l'Europe. L'Ukraine bénéficie du fait que la Pologne et d'autres pays Voilà, c'est ça, euh, transfèrent des armes directement à l'Ukraine. Il y a une continuité territoriale territorial. Alors que dans le cas de qu'il n'y a l'Arménie, pas. faut que ça passe par la Turquie. La Puis Turquie, la Géorgie, puis en sachant très bien quelles sont les relations entre la Turquie et ouais, l'Arménie, mais aussi avec la Russie puis le reste de l'OTAN, la ouais. Turquie fait cavalier seul, puis il pourrait très bien décider, ben, non, parce que faire transiter du matériel militaire entre l'Europe et l'Arménie, ça pourrait être porter atteinte à nos intérêts nationaux, donc Puis leur relation on le avec la permettra Russie, pas. Ben, c'est ça. Parce que, je veux c'est dire, la chose qui compte. c'est ça, parce que tu sais, les premiers accords de paix, les discussions au printemps 2022 entre l'Ukraine et la Russie, c'était en Turquie. Donc En La Turquie. Turquie veut garder, en Turquie, oui. Donc la Turquie veut garder un statut neutre, entre guillemets. Donc évidemment, c'est pas le transit d'éventuellement matériel militaire. Ce ne sera pas comme avec la Pologne, là. Alors, ben, Les Polonais sont all-in pour l'envoi de matériel militaire entre l'Europe, les États-Unis et l'Ukraine, mais c'est loin d'être le cas avec la Turquie. Donc, c'est un peu malheureux, à quelque sorte, de faire de la politique par procuration de la part de ouais. l'Union européenne, mettre en jeu la stabilité d'un pays et de ses habitants, simplement pour une game politique qui fait fi de la réalité géopolitique des États. Ouais. Donc, justement, tu parlais des Ouais. négociations, les Mais, premières négociations. mais dis-moi, avant de te laisser discuter de la Oui. question ukrainienne, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'un Le pays rappel, rappelle son ambassadeur pour des fins de consultation? ben ça, c'est évidemment le degré avant la rupture des relations diplomatiques. Donc, c'est pour vraiment montrer son irritation par rapport à une politique. Et donc, les Russes ont envoyé le message qu'ils trouvent intolérable la façon dont le gouvernement arménien se comporte.
Donc, il rappelle l'ambassadeur. C'est pas la rupture, mais c'est pas loin de la rupture. Et donc, c'est essentiellement ce que ça veut dire. Voilà. Donc, pour notre Ukraine maintenant, depuis à peu près 2, 3 semaines, des signaux nous portent à croire que peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on est dans la 5e année de la guerre et puis on en a vu des vertes et des pas mûres au cours de ces années, mais c'est des signaux qui tendent à croire qu'il y aurait peut-être la possibilité d'abord d'une discussion, d'une reprise des négociations entre les Ukrainiens et les Russes et la signature éventuelle. On parle d'un accord, mais parlons plutôt d'un cessez-le-feu parce que un accord, ça porterait sur l'ensemble des différends entre les deux parties qui sont trop nombreux pour être réglés immédiatement. Pourquoi j'ai l'impression qu'on s'en va vers quelque chose qui ressemble à une cessation des combats, au moins? C'est quatre éléments. D'abord, le 9 mai dernier, Poutine, après la cérémonie sur la place Rouge, a dit à des journalistes, et je vais aller voir le texte en question, euh, il a dit, en parlant du conflit avec l'Ukraine, que l'affaire touchait à sa fin. Alors, évidemment, on peut spéculer sur ce que ça veut dire réellement, l'affaire touche à sa fin. Est-ce qu'il veut dire par là que les Russes sont sur le point de gagner? Ce serait présomptueux parce que même Poutine doit être bien au courant qu'il est englué dans les 20% de territoire qu'il a conquis et qu'il ne peut plus bouger aujourd'hui, ou en tout cas, le grignotage se fait très lentement. 3 semaines plus tard, comme en réponse au président russe, là, c'est le chef de cabinet du président Zelensky qui a dit croire qu'un accord mettant fin à la guerre avec la Russie et avant l'hiver était une idée réaliste. Qu'est-ce que les Ukrainiens entendent par là? Est-ce qu'eux autres aussi pensent qu'ils peuvent récupérer une partie des territoires qu'ils ont perdus? J'en doute beaucoup. Euh, les Russes sont finalement assez bien installés sur les 20% de territoires qu'ils ont conquis. Une partie de la population ukrainienne a été chassée de ces territoires-là. De nouvelles populations russes ou pro-russes occupent ces territoires. Ce serait pas mal difficile d'aller vers la conquête. Troisième élément qui peut être intéressant, il y a quelques jours, à l'invitation du président ukrainien, un riche entrepreneur russe dont on ne connaît pas le nom s'est rendu à Kiev pour rencontrer Zelensky. Et au retour de cette rencontre, il a évidemment discuté de son entretien avec le président ukrainien, avec Poutine. Et dans la discussion, il est apparu que le président Zelensky avait invité Poutine à le rencontrer. Alors, est-ce que c'est Zelensky qui allait à Moscou? Est-ce que c'est les deux présidents qui allaient en territoire neutre, en Turquie, par exemple, puisque ils ont failli se rencontrer en Turquie à un moment donné? C'était une possibilité, mais le président Poutine a refermé la porte en disant une rencontre, pourquoi faire? Si on n'a pas déjà un accord, ou du moins les éléments essentiels d'un accord, ben, ça sert à rien de se rencontrer juste pour une opportunité de photo, comme on dit. Ça, c'était le troisième élément. Le quatrième élément, il vient des Européens. Comme tu sais, Jean-François, dès mars, avril
2022, donc quelques semaines après l'invasion, les Européens, à mon avis, ont commis une erreur, c'est qu'ils ont rompu tout dialogue et toute discussion avec les Russes. Et donc, ils ont laissé la place aux Américains. Et les Américains se sont engouffrés là-dedans avec les résultats qu'on connaît à cause de Trump essentiellement. Alors évidemment, les Ukrainiens en ont profité parce qu'ils ont reçu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliards de dollars d'aide financière et militaire, pas seulement des États-Unis, mais de d'autres pays. Sauf que euh, Trump a pris pratiquement fait et cause avec les Russes. Donc, depuis quelques semaines, les Européens sont en train de se réconcilier avec l'idée qu'ils doivent reparler avec la Russie. Après tout, c'est leur voisin pratiquement immédiat. Et donc, il est nécessaire de retrouver la voie du dialogue. Là encore, il y a quand même au moins deux problèmes. C'est d'abord parler de quoi? Il faut s'entendre sur des éléments de langage, si je peux m'exprimer ainsi, pour d'abord renouer le dialogue, puis ensuite s'asseoir avec Poutine et en discuter sérieusement. Et deuxièmement, les Européens se demandent qui serait l'émissaire, quelle personnalité aurait l'envergure, le respect des Ukrainiens et des Russes pour animer ce dialogue. Alors, on a pensé à un moment donné à l'ancien chancelier Schröder, l'ancien chancelier Mhm. allemand, qui était très proche des Russes. Il Oui, siégeait d'ailleurs sur un des grands de, conglomérats de pétroliers, Gazprom. Ouais. Gazprom, comme président du conseil d'administration jusqu'à la guerre. Et ça a été exclu. On a même pensé à l'ancienne chancelière, Mme Merkel, mais elle a refusé. Il n'y en a pas des tonnes Mhm. de personnalités à la retraite. Alors, est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui est en poste aujourd'hui? Est-ce que ça serait Erdogan, le président de la Turquie? Est-ce que Macron reprendrait du service, puisque Macron était le dernier, finalement, à discuter avec Poutine, même après l'invasion du pays? Il se téléphonait régulièrement jusqu'à ce que Macron décide qu'il semblait ne pas y avoir de discussion sérieuse. Donc, on en est là. Je pense qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention les faits et gestes des uns et des autres tout l'été pour voir s'il y a quelque chose qui va développer. Parce que là, en ce moment, les Américains sont totalement hors jeu, se sont mis totalement hors jeu. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'annonce que les deux émissaires américains vont se rendre à Moscou ou à Kiev. Mais si, par hasard, les Européens obtenaient une percée, peut-être que les Américains voudraient se joindre à l'équipe Mhm. pour mettre la pression maximum sur les Russes. Parce qu'il faut dire que les deux parties ne sont pas en très bon état, même si c'est certainement l'Ukraine qui est dans, qui est dans l'état le moins brillant dans cette guerre. Alors, Ouais. voilà ce qu'on pourrait dire. Ben c'est ça. Sur le plan militaire, en ce moment, regarde, c'est pas très clair. Il y a beaucoup d'instituts de recherche qui disent que l'Ukraine est en train de reprendre plus de territoire cette Oui, année mais c'est que une la Russie est en parcelle. train d'en conquérir. D'autres rapports semblent indiquer que la Russie est sur le point de prendre une nouvelle ville clé, la ville de Konstantinivka, dans le Donetsk ou Louhansk, que je ne me souviens pas Oui. quelle oblast. Et si cette ville-là tombe, ben après ça, il ne resterait qu'une seule grande ville en Ukraine dans cette oblast-là pour que Vladimir Poutine soit en mesure de réaliser tous ses objectifs. Mais le fait est que Vladimir Poutine, je pense qu'on en a déjà discuté, l'a annoncé au cours des dernières semaines que l'économie russe n'est pas au beau fixe. En ce Ouais. moment, les prévisions de croissance, c'est pas exceptionnel. Et puis la stabilité de son régime dépend sur la croissance économique, sa capacité à donner à la population russe des bénéfices matériels.
Et si c'est plus le cas, et s'il il veut continuer à financer sa guerre, puis il commence à manquer d'argent, ça veut dire augmenter les taxes, ça veut dire utiliser les fonds de pension des individus, des Russes, pour pouvoir financer la guerre. Et ça ne sera pas toléré par la population russe Non, non, ici. c'est sûr. S'il Oui, devait se rendre là. Donc ça, c'est le principal défi de la Russie. Le principal défi de l'Ukraine, ben, c'est la main-d'œuvre, hein. C'est le nombre de soldats. Ils ont perdu énormément de soldats depuis le début de cette guerre-là, il y a plus de 4 ans. Est-ce qu'ils ont encore la capacité de pouvoir maintenir les lignes de défense avec ce qui leur reste? Ce qui joue en leur ben, faveur, par contre, c'est les drones. ouais. Mais Vraiment, juste entre parenthèses, il y avait un texte cette semaine dans le journal Le Monde sur la crise démographique ukrainienne. ah Je oui, pense que c'était, j'en ai déjà parlé ici. Lors de l'indépendance en 91, il y avait 51 millions voilà, d'Ukrainiens. Aujourd'hui, on dit qu'il y aurait sur place 29 millions voilà, d'Ukrainiens. Il y en a plusieurs millions qui sont en Pologne, ailleurs au Canada, en c'est ça. Australie, aux États-Unis. Souvent des Ukrainiens en âge de combattre, mais qui n'ont pas l'intention de retourner en Ukraine. Non, mais Donc, c'est ça. Donc, c'est bien beau les initiatives militaires et le fait que l'Ukraine invente une nouvelle manière de faire la guerre, mais il y a 150 millions de Russes, puis il y a 29 millions d'Ukrainiens. ouais, c'est Donc, ça. le nombre. C'est ça. Puis les 29 millions d'Ukrainiens qui restent en Ukraine, ben, c'est des hommes dans les tranchées, c'est des enfants, puis c'est des vieillards. Parce que Voilà. les 7, 8, 9 millions d'Ukrainiens qui vivent à l'extérieur, vous avez des jeunes hommes, évidemment, mais vous avez aussi beaucoup de jeunes femmes. Mhm. Qui ont quitté le pays depuis 4 ans, Tout à fait. qui ont refait leur vie ailleurs, qui retourneront jamais vivre en Ukraine. Donc, je veux dire, une population, pour pouvoir se régénérer, a besoin autant d'hommes que de femmes. Et si vous avez 7-8 millions de femmes ukrainiennes qui ont quitté le pays depuis 4 ans, qui ont fort probablement pas l'intention d'y revenir après avoir vécu 4 ans aux États-Unis, au Canada ou en Europe, ben, ça fait en sorte que la démographie ukrainienne, pardonnez-moi l'expression, mais pourrait être foquée pour facilement les 100 prochaines années, là. Donc, il y a cet Ah oui. élément-là que les Ukrainiens vont devoir prendre en compte, mais c'est l'hubris, cette idée-là qu'avec la guerre des drones, parce que les Ukrainiens, il faut le dire, là, en matière de guerre de drones, c'est probablement la puissance par excellence dans le Ah, c'est monde. sûr. Ils ont des leçons à donner à tout le monde, mais s'ils se nourrissent de cette hubris-là, est en mesure de freiner l'avancée de l'armée russe à cause de nos capacités en matière de guerre de drones, ce qui va nous permettre éventuellement de reprendre les territoires perdus, ben ça les entretient dans une logique, dans une pensée qui va les entraîner à continuer à vouloir faire la guerre pendant encore des années et des années, Mm. au risque d'affaiblir encore plus l'avenir de la démographie ukrainienne. Mais Ouais, peut-être, ça fait 4 ans, ça fait presque 4 ans et demi que la guerre est commencée, puis je pense voilà, qu'il n'y a jamais eu un moment aussi propice qu'à l'heure actuelle voilà. pour qu'il y ait un début de véritablement de discussion sincère pour la mise en place d'un cessez-le-feu, parce que l'économie russe va pas bien. Et puis si les Ukrainiens sont le moindrement réalistes, ils vont aussi comprendre que, je veux dire, le cours de la guerre, le momentum n'a pas complètement shifté en leur faveur. Je pense qu'on peut dire à l'heure actuelle, le momentum de la guerre est plus complètement en faveur des Russes, mais au point de dire qu'il a maintenant shifté complètement en faveur des Ukrainiens, c'est autre chose. Ouais. Donc, s'ils sont moindrement réalistes, ils vont profiter de la situation pour essayer de s'entendre sur un cessez-le-feu qui sera probablement pas une paix durable, mais Non, non. je pense Mais on est loin de là, là. Mais on s'en va presque sur un scénario à la chypriote, c'est ça. c'est-à-dire les Turcs ont envahi 40% de l'île de Chypre en 1974. Ils occupent toujours ce 40% et les deux communautés négocient toujours la réunification de l'île. Alors, il y a parfois des problèmes qui sont pratiquement insolubles. Il faudrait une révolution Ben oui. intellectuelle et autre, et politique, bien sûr, pour que les Turcs décident de se retirer du nord de Chypre. Mais là encore, il y a eu nettoyage ethnique, il y a Ben oui. eu Ben oui. des milliers de Turcs qui sont allés s'installer dans le nord de Chypre.
exactement ce qui s'est passé avec les territoires ukrainiens conquis par la Russie. C'est ça. Donc, au Je final, ce pense que que ça veut c'est dire, ce qu'on avait à dire. c'est ça, à Chypre, dans les faits, c'est une paix, là. C'est juste qu'il n'y a pas Oui, il y a pas le bout de papier où ils ont signé, ben, on fait la paix, puis, voilà, mais dans les voilà. faits, c'est ça qui est ça, là. Donc, c'est probablement la situation qu'on va voir émerger en Ukraine au cours des prochaines années. Mais bon, en sciences politiques, on prévoit jamais l'avenir. Mais c'est difficile de prévoir un autre scénario. Prévoir un autre scénario, ça signifie soit l'effondrement complet du front ukrainien, donc une percée massive de l'armée russe, ce qui Je vois en pas ce moment bien. n'est pas probable, ou d'un autre côté, un effondrement complet du régime de Vladimir Poutine. Ce qui Hmm. n'est pas à écarter, évidemment, mais qui en Oui, ce mais moment paraît peu réaliste. peu probable. Voilà. Voilà. Mais en fait, tout ça, ce que ça veut dire, puis bon, on terminera là, l'épisode puis le balado complet sur ça. Je pense que ce que ça montre dans les relations internationales, c'est je pense que de part et d'autre, pour les Européens, les Américains, l'Ukraine est un prétexte facile pour affaiblir la Russie. Tant aussi longtemps qu'ils vont avoir la capacité, la possibilité de le faire, ils vont continuer à armer les Ukrainiens, à vouloir faire en sorte que la guerre se prolonge. De toute façon, dans le cas des Américains, ils vendent de l'armement maintenant. Donc, pour eux, tant aussi longtemps que la guerre va durer, c'est monétairement parlant, c'est super pour eux, c'est une super bonne business. Pour les Européens, ben encore une fois, vous l'avez vu avec l'Arménie, c'est l'idée de détendre les valeurs, donc, symboliquement parlant, s'attaquer à la Russie et tout ce qu'ils peuvent faire par procuration, parce qu'évidemment, ils n'ont pas à verser le moindre sang européen dans des conflits par procuration comme ceux-là. C'est les autres peuples qui meurent au nom de ces valeurs-là. D'une certaine façon, c'est malheureux, mais vous avez des populations qui sont complètement instrumentalisées par d'autres peuples pour servir des Hmm. fins politiques, des fins politiciennes, en sachant très bien que ben, c'est rentable politiquement lors des élections. Voilà. Bien, voilà, mon cher. Bon, ben écoutez, ben, on va vous laisser là-dessus. On ne vous dira pas la semaine prochaine, mais comme je vous disais, je vais essayer d'une façon quelconque de continuer l'aventure du balado, peut-être seul, dans une autre formule, avec quelqu'un d'autre. Une chose est sûre, on va laisser l'été faire son temps, je vais me reposer, passer du temps en famille. Et puis, s'il y a une nouvelle formule qui a à émerger au cours des prochaines semaines, ce sera en septembre, en octobre. Mais je vous le ferai savoir d'une façon quelconque. Donc, sur ça, je vous remercie de votre fidélité, d'avoir été avec nous pendant presque 2 ans, à nous suivre à chaque semaine. Et puis, je remercie aussi Jocelyn de son temps, sa disponibilité, sa générosité. C'est très apprécié. Je pense que vous avez aussi apprécié sa contribution, sa culture générale aussi, et tous les invités aussi merveilleux qu'on a eus au cours des 2 dernières années. Oui, C'est principalement grâce à lui, à son réseau de contacts avec le Corim. Donc, Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada tout à fait. à Washington, c'est pas tout le monde qui est en mesure d'avoir une personne comme ça à leur podcast. Donc, je remercie vraiment Jocelyn d'avoir fait l'intermédiaire avec ces personnes-là. Et puis, ben voilà. Écoutez, Alors, dites-nous en commentaire ce que vous avez apprécié le plus du podcast. Écoutez, si vous avez des suggestions aussi d'une version renouvelée du podcast, laissez-nous le savoir dans les commentaires. Et puis, écoutez, d'une façon quelconque, ça me fera plaisir de vous revoir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et puis, ben, sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. au revoir.